Ok. Bonjour. Bienvenue pour cette deuxième vidéo sur les papiers que je suis en train de préparer. Ça fait peut-être un mois depuis la dernière. Donc j'ai fait pas mal de choses. J'ai pris 3-4 jours de vacances. Et puis après j'ai continué. Et donc voilà. J'ai continué de faire le point. Ça sera une vidéo plus courte que la dernière, plus simple aussi. Parce que mon travail depuis quelques semaines a surtout consisté à avoir des résultats plus précis et un peu plus complets, et surtout refaire tout le papier concernant justement cette synchronisation des cycles financiers en zone euro. Évidemment parce que du coup on n'utilise plus exactement la même méthode, on utilise toujours la Singular Spectrum Analysis, mais pas exactement de la même manière, et donc j'ai dû refaire tout ça, et puis j'ai simplifié aussi parce qu'il y avait quand même pas mal de trucs un peu lourds et pas qui me semblaient pas très nécessaires, et j'ai juste voilà, rajouté un point d'analyse qui me semblait important. C'était concernant la clusterisation ou non en zone euro, c'est-à-dire est-ce que les différents clusters sont de plus en plus proéminents. Donc est-ce que les groupes de pays sont de plus en plus lointains les uns des autres ou de plus en plus près les uns des autres. Voilà, donc il y a donc trois grandes parties, trois gros points que j'aimerais présenter. Donc la première concernant donc la prédiction des crises bancaires euh, avec les différentes méthodes, donc SSA, Audric Prescott et l'autre méthode qui s'appelle le Bartlett. Concernant ce point-là, je voulais apporter quelques détails et je vais représenter très rapidement la SSA. Donc l'idée c'est que on prend la série de crédits sur PIB trimestriellement pour les différents pays, on les fait passer en taux de croissance, et ensuite on va faire cette boucle qui consiste simplement à dire voilà, on ne regarde, en fait on zoome sur du court terme, et la tendance que l'on va extraire de ce court terme, en fait, quand on va dézoomer, va former le cycle. Donc en fait, en faisant ça, en trouvant la tendance de court terme, on efface les bruits. Et puisque les séries de crédits sur PIB sont assez semblables à des marches aléatoires, eh bien il n'y a pas de question de tendance de long terme en fait. Donc en fait, ce qui va nous rester à la fin, c'est juste un cycle. Et donc ensuite, une fois qu'on avait créé cette méthode, on pouvait la comparer avec le filtre Audric Prescott et le filtre BCE. Et donc pour ça, il fallait qu'on trouve des indicateurs de performance, et on utilisait la plus connue, qui est ce qu'on appelle l'air sous la courbe. Donc ce sont ces trois courbes-là, qui représentent donc en fait à quel point les différentes méthodes sont capables de prédire les crises. Et donc en fait c'est une relation entre le pourcentage de vrais positifs, donc de prédiction de crise quand il y a effectivement crise, avec le pourcentage de faux positifs, c'est-à-dire la prédiction de crise alors que en fait il ne va pas y avoir de crise. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une méthode in sample, c'est-à-dire que on va prendre tout l'échantillon et ensuite on va calculer la performance de nos indicateurs sur tout cet échantillon, même si, bien sûr, notre indicateur est en temps réel. Et donc on voyait que la SSA était la meilleure des trois. Ce que je vais essayer de montrer, c'est que, la SSA n'est pas toujours la meilleure, parce que vous allez voir, on va faire des tests supplémentaires, mais qu'elle est toujours soit très proche, et qu'elle ne sous-performe jamais. Alors que les autres méthodes, HP et Bartlett, parfois réussissent à surpasser légèrement les SSA, mais parfois sont très loin derrière. Et donc, en tout cas, moi j'en conclus que la SSA est une méthode plutôt solide, particulièrement solide et assez résiliente aux différents tests. C'est, je pense, la chose la plus importante. Alors qu'est-ce que j'appelle test supplémentaire? J'appelle test supplémentaire le fait d'essayer d'adapter les aires sous la courbe et les ROC curves à du temps réel. Qu'est-ce que ça veut dire du temps réel alors que on pense déjà être en temps réel puisqu'on crée nos indicateurs en unilatéral, donc en temps réel. Nos indicateurs sont en temps réel, mais en fait, les ROC curves ne sont pas en temps réel. Qu'est-ce que ça veut dire?
ici, l'idée générale, c'est de dire, voilà, pour les différentes méthodes, on va essayer de trouver un threshold, donc un palier, au-delà duquel on va dire qu'il y a crise, et en deçà duquel on va dire qu'il n'y a pas crise. Comment on trouve ce palier? On le trouve grâce à un modèle Logit. Et ce modèle Logit, en fait, classiquement, il est estimé à l'aide ensuite de toutes les informations sur la période, même si le filtre est en temps réel. Et évidemment, ça peut poser un problème parce que le régulateur, par exemple en 1995, son palier, il ne va pas pouvoir l'estimer en utilisant un modèle qui court jusqu'en 2020. Il va pouvoir utiliser les données pour calculer son palier que jusqu'en 1995. Et donc l'idée, en fait, c'est d'adapter ces aires sous la courbe et ces indicateurs de performance en temps réel. Alors, c'est assez ardu. Donc en fait, j'ai suivi justement cette méthode. J'ai pas sorti au hasard, hein, j'ai pas trouvé tout seul. Hein. J'ai suivi leur méthode, donc la méthode de la BCE là-dessus. Donc ils font quelque chose d'assez complet. Et en fait, ils font deux choses que je vais détailler. Alors où est-ce qu'il est? Voilà, c'est ici. C'est ici. Donc ça, c'est l'indicateur principal. C'est l'indicateur in sample. Donc dans l'échantillon. Ce qui veut dire qu'en fait, notre modèle pour trouver le meilleur palier utilise toutes les données disponibles. Eh bien, on va faire deux choses. On va faire deux tests qui sont out of sample en plus. Donc qui en fait sont vraiment des applications en temps réel de détection de paliers. Alors, il y en a un que je vais faire en direct avec vous, et l'autre que j'ai fait en avance, parce que c'est très long à tourner, donc on ne va pas attendre une demi-heure. Donc le premier, c'est celui-ci. L'idée c'est quoi? Nous avons donc nos indicateurs en temps réel. L'idée c'est que on va prendre des données du début, par exemple de 1970 à 1995, pour faire notre modèle Logit et estimer le palier optimal. Donc en fait, le palier optimal, c'est le palier qui minimise les erreurs de type 1 et les erreurs de type 2. Donc les faux positifs et les faux négatifs. Et ensuite, on va garder ce même palier optimal pour voir si celui-ci permet, dans l'échantillon d'après 1995, de prédire correctement les crises ou pas. Voilà l'idée. Donc, c'est ce gros morceau que je vais lancer. Et donc, avec ça, si vous voulez, on se met vraiment beaucoup plus à la place du régulateur en direct. Donc, voilà les statistiques générales que l'on trouve. Accuracy, donc vous avez l'accuracy pour les SSA, l'accuracy HP et l'accuracy Bartlett, c'est au final, quel est le pourcentage d'estimations qui sont justes? C'est juste ça, voilà. Donc là, vous voyez que vous avez 69% pour les SSA, 44% pour le Hodrick-Prescott, donc Banque des règlements internationaux si vous voulez, et 72% pour BCE. Donc ici, c'est BCE qui est devant, de peu, ça se colle avec les SSA, et Hodrick-Prescott est très loin derrière. Donc ça, évidemment, c'est un gros problème pour Hodrick-Prescott. Ensuite, vous avez usefulness. Usefulness, je ne vais pas développer, mais c'est un indicateur qui en gros dit qu'est-ce qu'on y gagne à utiliser cet indicateur par rapport à rien du tout. Donc le but c'est d'être le plus élevé possible, donc là pour le coup c'est SSA qui l'emporte à moins 0,37, ensuite vient Bartlett à moins 0,47, et enfin vient Hodrick-Prescott à moins 0,57, donc Hodrick-Prescott sous-performe encore. Et enfin, vous avez le ratio bruit sur signal, qui est un autre indicateur que je ne vais pas développer, mais je pense que vous connaissez. Donc l'objectif c'est d'être le plus faible possible, le plus proche de 0. Et là pour le coup, donc pareil, Bartlett et SSA se tiennent. Donc je ne saurais pas dire si c'est significativement différent, mais SSA est premier de peu. Ensuite vient Bartlett. Et ensuite, bon par contre, voilà, Hodrick-Prescott encore une fois a pas mal de problèmes. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et donc,
à partir de là, on peut dire que SSA et Bartlett sont devant, sont à peu près à égalité dans cet exercice, et Audrey Prescott est loin derrière. Et SSA est peut-être légèrement meilleur, mais c'est pas très clair. L'autre chose, c'est que, en fait, on va adapter cette méthode-là, mais à tous les paliers possibles. C'est-à-dire qu'on va plus choisir que le palier optimal, mais on va en choisir plein, entre 0 et 1, histoire d'obtenir, si vous voulez, une courbe, un petit peu de ce style, mais en temps réel. Voilà l'idée. Et donc, je l'ai fait d'avance, parce que sinon il y a bien 1h30 d'attente, et on trouve quelque chose comme ça. Alors bon, ce sont des courbes qui sont moins détaillées, mais c'est normal, c'est juste pour une question de palier, en gros de pas de différence à chaque fois entre les différents paliers qu'on choisit, mais ça change pas grand chose, ça change pas grand chose à l'air qui est en dessous. Et donc là, donc il n'y a pas marqué les airs, mais SSA est en vert, Audrey Prescott est en rouge, et BCE, donc la window Bartlett, est en orange. Et donc, concernant les airs sous la courbe, SSA et Audrey Prescott sont à égalité, pas parfaite, mais quasiment. Et le filtre BCE sous-performe, clairement. Et il sous-performe aussi en exercice in sample, donc avec tout l'échantillon. Donc voilà les différents tests complémentaires que j'ai faits. Et donc, il me semble pas malhonnête de conclure que il ressort que SSA est en général devant. Et alors je vais pas tout vous montrer, mais j'ai aussi fait les mêmes tests en utilisant que les pays de la zone euro, donc en enlevant États-Unis, Australie, Suisse, Norvège, enfin voilà, en gardant que les pays de la zone euro, et les résultats sont équivalents. C'est plutôt la SSA qui est devant. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu les résultats principaux de ce que pourrait constituer le premier papier. Moi, il me convainc plutôt, je suis satisfait du résultat. Après, voilà, je pense qu'il y a toujours moyen de faire des tests supplémentaires et de tester la robustesse, donc voilà, faut voir. Et si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas. Je vérifie que l'enregistrement tourne encore. Ça a l'air d'être bon. Ok, maintenant qu'on a fait ça, donc je vais effacer ça, je vais réinitialiser. Il s'agit de utiliser cette nouvelle méthode pour refaire tout le papier concernant justement la synchronisation des cycles en zone euro. Bon alors, c'était pas si long, parce qu'évidemment j'avais déjà le code. Tac, alors je vais tout lancer comme ça on n'aura pas trop de blanc. Tac, voilà. L'idée du coup, c'est que, évidemment, pour cet exercice-là, donc de synchronisation, on ne va pas utiliser des filtres en temps réel. Ça n'a pas spécialement de sens. On va utiliser des filtres en bilatéral. Mais ils sont très proches. Hein. Visuellement, les filtres, le SSA, si vous la mettez en temps réel ou en full sample, ça ne change pas grand-chose. Donc voilà. Donc, ah zut alors, je me suis trompé, je voulais faire les breaks avant de vous montrer les clusters. Alors, je vais le relancer. Tac. Je vais vous montrer les deux choses vraiment importantes. Donc, encore une fois, deux grandes mesures pour vérifier la synchronisation des cycles. C'est d'un côté l'écart type entre les cycles financiers. Donc on prend l'écart type pour chaque période entre les 11 pays de la zone euro et on regarde comment ils évoluent. Et donc, voilà. Et donc en particulier, on va regarder s'il y a des différents régimes de synchronisation. Et pareil avec la concordance, c'est-à-dire le fait d'augmenter ou de descendre, donc le fait d'être dans le même régime. Voilà. Alors, faut juste que je choisisse la méthode SSA ici. Oups. Je choisis la méthode SSA là. Voilà.
Alors, quels sont les résultats? Les résultats, ce sont ces deux graphiques ici, celui-ci et celui-là. Commençons pour l'écart type. Donc vous avez l'écart type en vert. En noir, vous avez les différents régimes de synchronisation. Et en bleu, vous avez un polynôme qui colle correctement finalement à cette espèce de fonction qui se dessine. Ici, c'est un polynôme de degré 2, parce que c'est celui qui fit le mieux. Donc, concernant l'écart type, on peut dire plusieurs choses. Moi, il me semble qu'il y a deux grandes choses. La première chose, c'est qu'il y a une cassure dans les années 90. Au milieu des années 90, et finalement, c'est ce qu'on avait déjà trouvé. C'est ce qu'on avait déjà trouvé. Il y a une cassure à la baisse de l'écart type. Ça veut dire qu'il y a synchronisation. Effectivement, dans les années 90, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Alors, la différence, c'est que ici, on ne trouve pas de cassure à la hausse après. On ne trouve pas de cassure à la hausse après, mais en tout cas, le polynôme conclut qu'il y a une remontée à la fin de l'écart type. Donc en fait, c'est pas sûr, il faudrait attendre quelques années pour voir, mais il est probable que, en fait, finalement, l'écart type réaugmente à la fin de la période. Mais évidemment, pour l'instant, on ne peut pas le détecter parce qu'il faut qu'on ait des observations après. Mais peut-être que, par exemple, ici, donc à la fin des années 2010, il y a un break. Donc c'est pas clair. C'est pas très clair. Concernant maintenant la concordance, on a ça. Alors, le narratif est assez concordant en fait, justement. Dans les années 90, il y a un break à la hausse, donc il y a une augmentation de la concordance, c'est-à-dire que les cycles financiers vont de plus en plus dans le même sens. Et c'est un grand break, c'est un très gros break à la hausse. Et au milieu des années 2000, il y a un énorme break à la baisse, et il y en a un deuxième au milieu des années 2010. Et donc ça se suit bien avec le polynôme de degré 2 ici. C'est-à-dire qu'à partir des années 2000, alors un peu avant d'après le polynôme, un peu après 2000, donc vers 2005 pour les régimes de synchronisation, il y a pour le coup une divergence concernant les phases des cycles financiers. Et cette divergence s'accélère au fil du temps. Alors ça là, cet énorme pic est dû au fait que là pour le coup la crise touche tout le monde, donc tout le monde baisse. Mais en tout cas, là, ce que ça veut dire, là, ce point-là, ça veut dire en gros, il y a la moitié qui monte et il y a la moitié qui descend. Ça veut dire ça. Donc pour le coup, on ne peut pas faire moins synchronisé. Et ça, je pense qu'on peut l'expliquer économiquement par le fait que précisément dans les années 2000, les pays du Nord, ou les pays en tout cas du centre, ont permis, enfin, il y a eu des mouvements de capitaux du Nord vers le Sud, du Nord vers la périphérie de la zone euro, et donc c'est pour ça que d'un côté, il y a un certain nombre de pays qui sont en phase baissière, et une autre partie qui est en phase haussière, et c'est pour ça qu'il y a une baisse de la concordance. Voilà. Alors ça, c'est avec les cycles SSA. Mais on peut un petit peu vérifier nos dires en regardant l'autre filtre, c'est-à-dire en utilisant le filtre Drake-Prescott. Donc on va le faire. Hop. Alors, le filtre Drake-Prescott ne voit aucune cassure concernant la concordance, mais voilà. Et donc ce polynôme, cette courbe-là, elle n'est pas significative. En gros, il n'y a rien. Pour le Drake-Prescott, il n'y a rien concernant la concordance. Concernant l'écart type, c'est pas très clair. Il semble, pour le Drake-Prescott, qu'il y ait une augmentation de l'écart type au fil du temps, et en particulier à la fin. En particulier à la fin, là vous voyez, ça explose, mais on détecte pas encore le break parce qu'il nous faut des observations après. Donc voilà, c'est pas très clair, mais il semble pas dénué de sens d'anticiper le fait qu'effectivement il y a de plus en plus de divergences au sein des pays de la zone euro concernant l'écart type. Parce que les CSA et le HP ne voient pas encore de break, mais pourtant on voit des augmentations. Donc voilà le résultat général. Le résultat général,
tout cas pour moi, parce que du coup, là je vous parle de Drake Prescott, mais on va dire que c'est la SSA notre méthode principale, puisque c'est elle qui est la plus fiable entre les deux. C'est que pour l'écart type, il y a eu une vraie convergence dans les années 90, mais maintenant c'est pas clair et il est possible que l'écart type augmente, donc qu'il y ait une divergence. Et concernant la concordance, par contre, il est clair qu'il s'est passé, donc évidemment encore une fois convergence des années 90, et par contre vraie divergence dans les années 2000. Et donc et là on retombe sur nos pattes concernant les problèmes de politique monétaire, parce que ce que ça veut dire, c'est que s'il y a la moitié des pays qui sont en phase haussière et la moitié des pays qui sont en phase baissière, évidemment la politique monétaire unique elle peut pas y faire grand chose. Voilà le point. Alors du coup pour ces cycles financiers, là pour le coup j'ai bien utilisé crédit sur PIB, crédit et prix de l'immobilier. Et j'ai fait du 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Mais il faut que je réfléchisse à si je peux utiliser d'autres poids. C'est encore un point un peu compliqué, parce que j'ai pas non plus envie de non plus envie de faire des espèces de calculs d'apothicaire qui vont apparaître comme non justifiés et comme moyen de trouver ce que je veux dire en fait. Donc voilà. Pour l'instant, je sais pas trop si ça vaut le coup de faire ça ou pas. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'avais marqué? Ah oui. Quelque chose d'intéressant qu'on peut faire, c'est calculer la périodicité des cycles. Alors, je sais plus où est-ce que je l'ai mis. Je crois que je l'avais mis dans les clusters. Je sais plus où est-ce que je l'ai mis. C'est pas grave. Donc, en gros, on pouvait essayer de vérifier que la Singular Spectrum Analysis était fiable en vérifiant la durée des cycles. Parce que bon, on sait dans la littérature, en tout cas dans la littérature, c'est tout à fait admis que les cycles, ils ont empiriquement entre 10 et 20 ans, mettons. Et puis théoriquement, en principe, le cycle financier, c'est censé être quelque chose de moyen long terme, quoi. C'est pas censé durer 3 ans, et c'est pas non plus censé en durer 30. Là, j'ai calculé la moyenne des fréquences, enfin en tout cas pas des fréquences, de l'inverse des fréquences d'ailleurs, et on tombe sur 13 ans. 13 ans en zone euro, et du coup, bon, c'est en phase avec la littérature. Pour le coup, ça, il n'y a pas trop de problème. Voilà. Enfin, concernant maintenant les clusters. Parce que du coup, ça aussi, ça change. En fait, ça change pas tellement. On retombe un peu sur ce qu'on avait déjà dit. Donc, je vais vous le faire ici. Tac, tac, tac. Ouais. Je vais le monter jusqu'à là. Donc, je vais vous le montrer. Encore une fois, l'Allemagne a un cycle financier bien à elle. Il y a toujours cette histoire de périphérie versus cœur, mais c'est un petit peu moins clair. Il y a des couples de pays très forts qui se dégagent. En particulier, l'Allemagne est pas si loin du Portugal. Alors je ne saurais pas trop expliquer pourquoi, je ne sais pas si ça a un sens économique que les deux soient assez proches, peut-être pas, mais les deux ont un cycle très atypique. Et ça, je m'en souviens, c'est déjà quelque chose que j'avais trouvé avant, et qui n'était pas beaucoup souligné par la littérature, que le Portugal avait un cycle financier très, très curieux. Alors, vous avez deux méthodes. Encore une fois, c'est la méthode des Kamins et la méthode hiérarchique pour faire les clusters. Mais donc voilà l'idée. Il faut 4 clusters. Enfin, la manière optimale, c'est faire 4 clusters. Donc, vous avez un premier cluster avec France, Finlande, Italie. Donc voilà. Vous avez un cluster avec Autriche, Belgique, Pays-Bas. Donc un cluster de petits pays, un petit peu centraux, un petit peu nord, quoi. Vous avez Irlande, Grèce et Espagne. Donc là, pour le coup, c'est périphérie. On sait empiriquement que c'est
des pays qui ont des très grands mouvements au niveau des séries de crédit, etc. Et éloignés de tout le monde, alors qu'ils forment un cluster mais qui pourraient très bien ne pas en former parce qu'ils sont quand même très loin l'un de l'autre, il y a l'Allemagne et le Portugal. Donc voilà, ça c'est la première manière de représenter. La deuxième, c'est de représenter par un dendrogramme. Donc, alors, c'est pas la même méthode, mais il se trouve que ça forme les mêmes clusters. Donc pareil, vous avez Irlande, Grèce, Espagne, donc périphérique. Vous avez Allemagne, Portugal. Vous avez Italie, Finlande, France. Et vous avez Belgique, Autriche, Pays-Bas. Donc voilà, et alors, il y a des débats concernant quelle méthode est la meilleure entre les deux, mais bon, dans la mesure où ça nous apporte quand même les mêmes clusters, j'ai envie de dire que c'était pas très grave. Et donc du coup, ce que vous pouvez faire, c'est, alors d'abord, essayer de créer des espèces de cycles financiers par cluster. Donc si vous le faites, ça va donner ça. Donc vous avez en rouge, donc périphérie. Donc périphérie, c'est Espagne, Grèce et Irlande. En vert, j'ai mis ce que j'appelle mid. Donc c'est Italie, France, Finlande. En bleu, vous avez little. Donc c'est Autriche, Belgique, Pays-Bas. Et en noir, vous avez atypical. Donc c'est Allemagne et Portugal. Donc voilà, là vous avez 4 cycles financiers qui résument un petit peu les dynamiques en zone euro. Et bon, il est clair que du coup, évidemment, ça pose des problèmes parce que ils sont quand même assez différents, surtout à certains endroits. Et par exemple, prenons par exemple 2007. Voilà, donc en 2007, 2007 c'est par là. Hop. Évidemment, problème pour le régulateur. On a clairement la partie périphérique est en pleine explosion parce que si là, je l'ai pas tracé, mais si vous traciez un palier au-delà duquel vos boutons rouges s'allument, en gros, il devrait être par là, quoi. Il devrait être par là, et donc du coup, vous le dépassez largement concernant l'Europe périphérique. Concernant l'Europe mid, donc France, Italie, Finlande, vous le dépassez, donc c'est inquiétant. Pour les petits pays, c'est pas le cas, parce que vous êtes par là, donc vous le dépassez pas vraiment. Et alors là, pour l'Allemagne et le Portugal, là pour le coup, c'est vraiment pas du tout le moment de commencer à faire des politiques macro-prudentielles, quoi. Ils sont clairement en dessous. Donc du coup, ça va pas. Donc là, effectivement, vous auriez eu un problème à faire des politiques macro-prudentielles uniques en zone euro. Et évidemment, une politique monétaire, par exemple, restrictive. Ici, là, ça aurait été potentiellement assez dommageable pour l'Allemagne et pour le Portugal. Voilà. Ah oui, une dernière chose que je voulais faire, que je voulais vous montrer, c'est ceci. C'est ce que j'appelle la clusterization. Donc, voilà. L'idée, c'est, est-ce que les clusters se rapprochent ou s'éloignent les uns des autres avec le temps? S'ils se rapprochent, c'est très bien. C'est-à-dire que petit à petit, on pourrait, que la dynamique de long terme, ce serait une resynchronisation. Si vous voulez, c'est une espèce de méthode détournée pour parler de synchronisation ou de désynchronisation. En fait, on retrouve un petit peu la même dynamique que pour l'écart type. Et c'est normal. C'est-à-dire que... alors je vais pas trop vous expliquer la méthode, mais en fait, j'utilise les écarts entre les clusters en utilisant la méthode des K-means. Et je suis en fenêtre, glissante en utilisant comme taille justement la moyenne de la durée des cycles financiers, donc 53 trimestres, donc ce qui est à peu près égal à 12-13 ans, quoi. Et du coup, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que, pendant les années 90 et jusqu'au milieu des années 2000, il y a un rapprochement des clusters. Donc il y a en fait une synchronisation, encore une fois. Et depuis les années 2000, fin des années 2000, début des années 2010, ça réaugmente. Donc il y a une reclusterisation. Donc ça vient appuyer un petit peu les résultats précédents qu'on avait. C'est-à-dire que du coup, voilà. Donc, moi, si on pouvait résumer en 2 phrases, l'amplitude des cycles financiers a bien baissé
par rapport à il y a plusieurs décennies, mais est en phase haussière. L'amplitude entre les pays augmente. Et par contre, les pays sont clairement de moins en moins en phase les uns avec les autres. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a plus de mouvement commun concernant la phase des cycles en zone euro. Voilà. Voilà les résultats généraux que j'ai trouvés, donc c'est pas si éloigné. Alors évidemment, hein, c'est des résultats qui sont pas tout le temps, pas en accord avec la lettre par exemple, pas non plus en accord, pas complètement en accord, en tout cas avec le premier draft que j'avais fait, mais forcément, puisqu'on a changé de méthode. Mais bon, en tout cas, j'ai toujours trouvé que ces derniers temps, ces dernières 20 ou 10 ans, il y a un problème. Et j'ai aussi toujours trouvé que dans les années 90, il se passait quelque chose de bien. En tout cas, il se passait quelque chose de bien. Concernant la synchronisation financière européenne, il se passait quelque chose d'important. Et donc voilà, on a toujours trouvé ces résultats-là. Et donc, alors je sais pas si la solidité de ce résultat est parfaite. Hein. Ça se trouve, on peut en redire, et si on utilisait encore d'autres méthodes, peut-être qu'on trouverait pas ça. Donc je vais encore réfléchir un petit peu, mais voilà. Donc, ce que je vais commencer à faire, donc je vais réfléchir encore un peu à cette histoire de poids. Et au-delà de ça, je vais donc rédiger, mais bon, via la texte cette fois-ci, mais je vais rédiger les deux papiers. Enfin, je vais rédiger le premier et je vais rédiger le deuxième. Justement, du coup, pour le deuxième, ça sera un truc beaucoup plus simple, beaucoup moins fouillis. Il y a aussi toute une partie concernant les clusters de concordance que je vais enlever. Déjà parce que les résultats n'étaient pas très solides, ça dépendait vraiment de la méthode. Et ensuite, parce que je trouve que ça rajoute pas grand-chose. Je trouve que ce truc de clusterization, c'est un peu plus clair. Et j'ai aussi enlevé toute une partie avec d'autres statistiques, donc ce qu'on appelait la statistique de Carry et Klomp que j'avais développé dans le papier, mais qui en fait est redondant avec les cassures dans les régimes. Donc pareil, je vais l'enlever, donc ça va donner un truc qui est beaucoup plus clair et qui se lit plus facilement. Et puis pour laisser ça pareil, du coup, il n'y aura pas toute cette histoire de choisir quel composant va où avec des annexes super longues et un peu obscures pour ceux qui connaissent pas. C'est beaucoup plus simple et c'est en même temps du coup plus fiable. Donc voilà, sur ce, je suis preneur de toutes les questions, de toutes les remarques, de toutes les améliorations à faire, de tous les problèmes que vous voyez. Et je vous souhaite une très bonne soirée.